venez vers nous. S'il vous plaît, votre apport, de quelle nature qu'il soit, sera utile à l'association Espoir de Vivre, principalement à son antenne de la région des Alpes-Maritimes. Celle-ci est entre de bonnes mains de Madame Adolphine Mbalou, qui est la représentante de l'association Espoir de Vivre Nice. Si vous pouvez et Frédéric Soudé, des personnes très engagées dans la cause associative. Frédéric Soudé. Voilà. Elle n'avait pas hésité à rejoindre Ruelle Malmaison en avalant des centaines de kilomètres de haut pour venir assister à une manifestation de l'Assemblée générale constitutive de l'antenne qui démarre aujourd'hui. Je voudrais les en remercier du fond de mon cœur. En votre nom, tous, nous pouvons leur adresser nos encouragements pour la lourde charge qu'elles vont désormais exercer. Mesdames et messieurs, si nous pouvons être contents de nous retrouver dans cette magnifique salle, en ce jour mémorable pour mon groupe, nous ne le devons pas seulement à la volonté ni à la très modeste moyenne de l'association, mais aussi grâce à l'engagement des membres de l'association dont plusieurs m'ont accompagné ici à Nice. La délégation qui est venue à Paris, dont je vais devoir vous les présenter tout à l'heure. Et leur dire merci. Nous le devons aussi très fortement à la compréhension et à l'esprit humanitaire de Madame Katia Jean-Prost, responsable du pôle commercial à la mairie de Nice. Enfin, personne ne me pardonnerait si j'oubliais de remercier les principaux acteurs de cet événement qui sont les intervenants, à savoir les professeurs Pierre-Simon Rolich de l'hôpital de Nice et Robert Giraud de l'hôpital Necker de Paris, ainsi que le docteur Fabien Mayuma de Nice. Ils vont nous parler évidemment de cette terrible maladie qui est la drépanocytose. J'espère que la gravité du sujet ne gâchera pas la fête. J'ajouterai aussi le docteur Fabrice Monpou du CHU plutôt de Nice, qui n'étant pas disponible pour cet après-midi est parvenu à m'obtenir d'abord de son confrère Pierre-Simon Rolich. Il y a aussi des acteurs de groupes musico-théâtrales Éveille son art de Madame NN qui vont arriver d'ici peu. Il y a de très bonnes volontés de la ville de Nice qui ont participé à la mobilisation que vous voyez. Ce sont des grands animateurs de la société civile. Je tiens aussi à remercier infiniment Monsieur Philippe Ewi, président de la plateforme des associations à Nice, et tous les présidents des associations qui sont présents, y compris les présidents des Congolais, que je ne vais pas oublier. Merci aussi à M. Diop pour tout ce que vous avez fait. Merci à tous. Je souhaite d'agréables moments à tous les participants. Donc, je vais devoir présenter les groupes de Paris qui sont venus me soutenir ici à Nice. Donc, la présentation des membres du bureau national, et je vais vous parler aussi présenter aussi les membres de Nice. Donc, pour commencer, comme je vous ai dit, nous avons le docteur Mayuma qui fait partie de l'association et aussi membre du conseil d'administration de l'association.
Monsieur Anissé Mouzinga, qui est le secrétaire général de l'association, qui fait un travail remarquable depuis l'ouverture de l'association. Nous avons Madame Léa Katona, qui est la secrétaire adjointe. Nous avons Madame Françoise Ndombe, qui est la psychanalyste de l'association. Nous avons Madame Astrid Mamilolo, suivie de Madame Muriel Grange, des deux trésorières de l'association. Nous avons Madame Séraphine Malombo et Madame Béatrice Nzoko, les deux représentants du protocole de l'association. Nous avons Madame Gertrude Munganga, qui est dans la communication avec Madame Jeannette. Et nous avons Monique, elle est où Monique, qui se cache où? Nous avons Madame Monique Mouy, qui est le chargé de l'intendance de l'association. Et nous avons un plus grand quand même dans l'association, qui est Monsieur Robert Moubilanzila, qui lui-même étant parent d'un enfant très famicitaire. Donc ces combats, on les combat avec lui ensemble. Et il joue un grand rôle dans la communication de l'association. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne de l'association. Tout le monde a été présenté? Merci beaucoup. Donc après, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, Madame Adolphine Mbalou, qui est la représentante d'ici à Nice, qui est notre présidente ici. Madame Frédéric, qu'on a vu, qui est la seconde. Et je laisserai la place à Madame Delphine tout à l'heure, qui pourra vous, quand ça sera son tour, elle vous parlera et présentera le mieux le groupe de Nice. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Excusez-moi, je me permets d'interrompre un peu. Je ne voudrais pas qu'elle parte sans faire un témoignage que j'avais prévu de faire. Parce que je pense vraiment que depuis que je connais Marie-Pauline, j'ai rarement vu des gens aussi actifs dans ce qu'ils faisaient. La preuve, c'est de nous avoir déplacés depuis Paris jusqu'ici, le grand nombre de gens qu'elle a présentés. Ça, c'est la première chose. Je voulais d'abord lui dire à elle, parce qu'on oublie souvent, félicitations pour tout ce que tu fais, de un. De deux, c'est important d'avoir gardé cette persistance dans la qualité des choses qu'elle fait. C'est toujours de très haute qualité, la preuve, parce que nous avons deux éminents scientifiques qu'elle a déplacés pour nous. Ça paraît extrêmement important à souligner, et je voulais qu'elle comprenne qu'elle fait l'honneur et la fierté de nous qui sommes originaires du même pays qu'elle, parce qu'elle rehausse un peu une certaine image, et beaucoup de gens le comprendront ici. Et donc je tenais vraiment à le dire depuis très longtemps, à témoigner à Marie-Pauline notre admiration. Je pense que le mot, et je le pense sincèrement, c'est une admiration que je porte et que d'autres portent, de la voir à la base de ça, de la voir continuer à le faire et surtout assurer cette qualité des réunions comme elle nous l'assure toujours. Donc je voulais te dire, Marie-Pauline, je sais que tu as été touchée dans ton corps et que tu es touchée régulièrement par cette maladie, nous le savons, tous ceux qui sont proches de toi le savent. Et en tout cas, je voulais te le dire, très sincère félicitations et bravo encore. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'invite donc le professeur Giraud de l'hôpital Necker de Paris pour nous faire une présentation de cette maladie. Merci.
Merci beaucoup de me donner la parole au cours de cette assemblée. Je voulais avant tout remercier les orateurs qui m'ont précédé des paroles très aimables qu'ils ont eues à mon égard, mais c'est pas pour ça que je suis venu, c'est pas pour recevoir des félicitations. Ce que je souhaiterais, c'est que dans les 2 ou 3 heures que nous allons passer ensemble, eh bien que nous puissions échanger et que ce ne soit pas un monologue unilatéral, parce que l'objectif de cette journée, c'est que ceux qui sont ici venus pour recevoir des informations sur la drépanocytose et la maladie drépanocytaire ressortent de cette assemblée à la fin de cette journée avec des idées peut-être un peu plus claires. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, je m'en méfie toujours, parce que je souhaiterais, ça paraîtrait plus intéressant dans les heures qui vont suivre, dans quelques instants, répondre à vos questions. Donc, mon objectif, et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'introduire cette réunion en définissant la maladie drépanocytaire. Qu'est-ce que la drépanocytose? En donnant un aperçu de l'épidémiologie, c'est-à-dire du nombre des malades dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, affectés par la drépanocytose. Comme vous le verrez, comme vous le savez peut-être, il s'agit d'une maladie grave, mortelle parfois. Donc, que peut-on dire aujourd'hui de l'espérance de vie des patients drépanocytaires quand ils sont correctement pris en charge? Et puis enfin, il s'agit d'une maladie génétique, j'expliquerai ce mot dans quelques instants. Que peut-on faire ici et ailleurs en matière de prévention à l'égard de la maladie drépanocytaire? Je reviens au premier terme de mon propos, la drépanocytose. Définition: la drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, ce qui suppose immédiatement de définir ces 2 termes, hémoglobine et génétique. C'est une chose qui me frappe beaucoup actuellement dans une consultation de génétique que je tiens à l'hôpital Necker. La grande majorité des couples qui arrivent et qui viennent pour drépanocytose ne savent pas ce qu'est l'hémoglobine, ne savent pas ce qu'est la drépanocytose. Alors tout d'abord, l'hémoglobine. L'hémoglobine, chacun sait ce que c'est, même s'il ne sait pas ce que c'est, dans la mesure où, quand on fait une prise de sang, par exemple, tout le monde voit que le sang est rouge. Quand on saigne, le sang est rouge. Pourquoi? Parce que le sang contient des globules rouges. Et ces globules rouges sont rouges, pourquoi? Parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui fait que notre sang est rouge, c'est ce qui est contenu dans les globules rouges. Et cette hémoglobine, qui est très importante, puisque c'est elle qui, dans le corps, va transporter l'oxygène des poumons à toutes nos cellules. L'hémoglobine est donc un transporteur d'oxygène, elle est nécessaire à la vie. Et cette hémoglobine que nous avons dans notre sang, il s'agit d'un caractère génétique, ce qui signifie que nous en avons reçu la moitié de notre père et la moitié de notre mère. Jusqu'à présent, il faut encore un homme et une femme pour faire un enfant. Donc il y a 2 sources d'hémoglobine dans le sang de chaque nouveau-né, dans le sang de chacun d'entre nous, ce qui signifie qu'il est possible qu'on ait reçu la même hémoglobine de notre père et de notre mère, ou bien qu'on ait reçu 2 hémoglobines différentes. Et c'est ce qui se passe en ce qui concerne la drépanocytose. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine, il y a une hémoglobine particulière à laquelle on a donné le nom d'une lettre de l'alphabet, l'hémoglobine S, et cette hémoglobine S est l'hémoglobine de la drépanocytose. Ce qui signifie que certaines personnes ont reçu l'hémoglobine A d'un de leurs parents et ont reçu l'hémoglobine S de l'autre. Et ces sujets qui ont une hémoglobine A, l'hémoglobine habituelle, la plus courante, l'hémoglobine dite normale, si l'on peut dire, ces sujets ont reçu l'hémoglobine A, mais aussi l'hémoglobine S. Et ces sujets sont parfaitement bien portants. Mais ces sujets sont dits porteurs sains. Pourquoi? Parce qu'ils portent l'hémoglobine, ils ont l'hémoglobine S dans leur globule rouge, mais ils ne sont pas malades.
Et ces sujets qui ont reçu A d'un de leurs parents et S de leurs parents, le jour de l'autre parent, le jour où ces sujets ont un enfant, ils vont donner une moitié d'eux-mêmes. Et quand on est à S, on va donner à son enfant soit A, soit S. Et c'est pourquoi des couples, tous les deux AS, porteurs sains, sont exposés au risque de donner naissance à un enfant qui va recevoir S de son père, S de sa mère, et celui-là, qui n'aura pas d'hémoglobine A dans son sang, sera dit SS, et celui-là est atteint par la maladie drépanocytaire. La conclusion de ce discours, c'est qu'il y a deux formes radicalement différentes de la drépanocytose, et il ne faut pas les confondre, c'est deux choses complètement différentes. Il y a les sujets AS, porteurs de la maladie drépanocytaire, mais qui ne sont pas affectés par la maladie drépanocytaire, et les enfants qui sont atteints, eux, par la maladie drépanocytaire, parce qu'ils ont reçu S et S et non pas A dans leur globule rouge. Comment peut-on faire le diagnostic de ces différents états? Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une étude de l'hémoglobine. Il s'agit d'une affection qui porte sur l'hémoglobine, donc tout médecin est capable de prescrire une étude de l'hémoglobine à un patient qui est devant lui, et en France, tous les laboratoires d'analyse médicale sont capables de faire cet examen. C'est une situation très particulière dans les maladies génétiques, où très souvent on ne peut pas détecter les porteurs, et où on fait le constat qu'on est porteur d'une maladie quand un enfant est né, sans être capable de faire le diagnostic avant la naissance. Il se trouve qu'en matière de drépanocytose, nous pouvons repérer les patients qui sont porteurs, nous pouvons identifier les couples qui sont tous les deux AS, et identifier ces couples, c'est des couples dits à risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire. Et je terminerai là-dessus dans quelques instants en disant que c'est le dépistage des porteurs qui aujourd'hui est le cœur de la prévention de la maladie drépanocytaire. J'avais dit qu'après avoir défini la maladie drépanocytaire et les deux états, AS et SS, radicalement différents, vous l'avez bien compris, je vais dire un mot de l'épidémiologie. Cette maladie, c'est-à-dire où sont les porteurs, où sont les malades. Eh bien, il est clair que la maladie drépanocytaire est répartie aujourd'hui sous la plupart des continents, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, qui est le cœur de l'histoire de la maladie drépanocytaire, j'y reviendrai dans un instant, Afrique du Nord, bassin méditerranéen, tout le Moyen-Orient et les Indes. Il y a autant de malades indiens drépanocytaires que de malades africains drépanocytaires. On le sait aujourd'hui grâce aux études d'épidémiologie qui sont en train de sortir. Donc la maladie est largement répandue dans le monde. Elle est particulièrement fréquente dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, dans la mesure où historiquement il y a des millénaires et des millénaires, c'est dans cette région du monde que la drépanocytose est apparue, puisqu'il s'agit d'une maladie génétique, c'est une anomalie génétique qui est apparue un jour en Afrique et qui, à partir de ce sujet initial, s'est répandue dans toute l'Afrique et ensuite Amérique du Nord, Amérique du Sud, bassin méditerranéen, Moyen-Orient. Mais ce même événement est également apparu dans l'histoire de l'humanité en Inde. Bref, il n'y a pas que les Africains concernés par la drépanocytose, il y a aussi l'Inde, et maintenant la maladie est répartie dans la plupart des pays du monde, sauf peut-être l'Asie ou l'Europe du Nord. De ce point de vue-là, j'insiste bien sur son point. Certes, il y a une drépanocytose noire, mais il y a aussi une drépanocytose blanche en termes de couleur de peau. 20% des malades que je suis à l'hôpital Penon, que j'ai suivi au cours de ma carrière, sont des malades blancs, ne sont pas des malades noirs. Donc ce n'est pas une stigmatisation de la population noire, non, c'est plus subtil que ça. La maladie est répandue chez les blancs et chez les noirs. Nous avons vu tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, que cette maladie est grave, en effet, chez les patients SS. Les enfants, les adolescents et les adultes sont atteints d'une maladie qui peut les faire mourir. Donc on a affaire à une maladie très grave. Mais il se trouve que les traitements que l'on peut proposer
pour prévenir les complications dramatiques de cette maladie, ou, lorsque les complications arrivent, les traiter, les soigner, les guérir, sont très efficaces. Très efficaces. Et ceci est illustré par les chiffres que je vous donne à propos de l'espérance de vie des patients drépanocytaires. Un côté positif, un côté négatif, si j'ose dire. Le côté positif est le suivant. Il a été montré dans la région parisienne, en Angleterre, que la grande majorité des patients pris en charge dès la naissance, atteints par la maladie drépanocytaire, suivis par des pédiatres. Le collègue qui va parler derrière moi est un pédiatre qui prend en charge des enfants drépanocytaires. Eh bien, ces enfants arrivent pour 96 à 98% d'entre eux à l'âge de 20 ans et dépassent l'âge de 20 ans. Ce qui signifie qu'on ne meurt plus, est-ce qu'on peut oser dire ça, mais j'ose le dire, qu'on ne meurt plus de maladie drépanocytaire quand on est correctement pris en charge depuis la naissance et correctement suivi par des médecins, hospitaliers spécialistes et généralistes qui vont travailler ensemble pour assurer le meilleur suivi possible pour ces enfants. Je rappelle que la mortalité naturelle chez l'enfant est de 1 à 2%. Donc vous prenez 100 nouveau-nés, vous les recomptez à 20 ans, vous en avez perdu 1 à 2% non drépanocytaires, la mortalité infantile, et vous en avez perdu 2 ou 4% en ce qui concerne les patients drépanocytaires. Ce qui n'a rien à voir avec la mortalité qui est observée dans d'autres pays. On a parlé d'Afrique centrale tout à l'heure. J'ai été la semaine dernière avec mon ami Léon Chilolo, qui est un Congolais de Kinshasa, qui a monté un centre de prise en charge des enfants et adultes drépanocytaires à Kinshasa, et qui me disait que 50% des enfants drépanocytaires ou non drépanocytaires mourraient avant l'âge de 5 ans au RDC. Ce qui signifie qu'il y a une grande mortalité infantile dans son pays, comme il l'expliquait, et ça m'a rappelé effectivement ce qu'on a observé dans d'autres pays, et notamment en France, lorsque les grandes causes de mortalité infantile que sont les infections, et notamment le palu en Afrique, les diarrhées, les difficultés nutritionnelles sont réglées, la mortalité infantile est réduite, et tous les enfants atteints de maladies génétiques, drépanocytose, hémophilie, mucoviscidose ou toute autre maladie génétique mourraient et meurent dans la grande mortalité infantile, quand dans un pays, la mortalité infantile est très importante. Et c'est à partir du moment où le niveau de santé d'une population, la qualité de la médecine s'élève, que les causes de mortalité infantile diminuent, que dans l'histoire de l'humanité, on a vu apparaître les maladies génétiques, alors que tous les enfants qui en étaient atteints mouraient auparavant en bas âge. En effet, lorsque les grandes causes de mortalité infantile que je dis tout à l'heure sont réduites, on voit apparaître et on voit émerger les maladies génétiques. C'est ce qui s'est passé en France dans les années 50-60. Effectivement, l'hygiène, les vaccinations, la qualité de la nutrition, la qualité de la médecine et de la prise en charge des enfants a fait qu'on a réduit considérablement la mortalité de la maladie drépanocytaire et qu'on a vu effectivement apparaître les maladies drépanocytaires. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Lorsque la santé des enfants s'améliore, la mortalité infantile diminue, on voit apparaître des enfants, des adolescents et des adultes drépanocytaires. Et les collègues avec lesquels je travaille, que ce soit à Bamako, Dakar, Libreville ou Kinshasa, nous disent tous que maintenant, ils ont des cohortes d'adolescents et d'adultes drépanocytaires qui apparaissent, puisque la qualité de la prise en charge dans leur secteur fait en sorte que la grande mortalité infantile n'emporte plus tous les patients drépanocytaires. Ça, c'est le premier point concernant les enfants. Et le deuxième point, qui est aussi un côté, à mon avis, très positif, c'est qu'il a été montré et publié au début de l'année les courbes d'espérance de vie des adultes drépanocytaires. Je parle cette fois-ci de l'Angleterre, de la France et des États-Unis. Il a été montré effectivement
que l'espérance de vie, la médiane d'espérance de vie des patients drépanocytaires adultes, aujourd'hui en France, à Londres et aux États-Unis, atteignait 60 à 65 ans. Donc on n'est plus du tout dans une situation qu'on a connue en France il y a 40 ou 50 ans. On n'est plus du tout dans cette situation-là. On voit effectivement que tous les enfants drépanocytaires doivent aujourd'hui, étant bien pris en charge, atteindre l'âge d'entrer dans la vie adulte, et que l'espérance de vie progresse, et progresse de façon très importante, puisque quand on compare ce chiffre de 2007 d'espérance de vie de 65 ans à celui qui a été publié il y a une vingtaine d'années et qui était de 45 ans, on voit que correctement pris en charge, l'espérance de vie des patients drépanocytaires est de 1 an chaque année. Ce qui est aujourd'hui la réalité, en sachant bien que l'âge moyen de ces cohortes de patients est de 30 à 35 ans. Lorsque l'âge moyen des patients sera plus élevé, dans quelques années, la mortalité risque d'augmenter. Mais je voulais insister sur ce côté très positif de l'efficacité de la prise en charge et du traitement des patients drépanocytaires. Et comme va le dire le docteur Rohrich dans quelques instants, on n'a pas besoin de thérapeutiques extravagantes et extraordinairement coûteuses pour être très efficaces dans la prise en charge des patients drépanocytaires. J'avais dit que je terminerais en disant un mot de prévention. On va peut-être laisser ça tout à l'heure à la discussion, mais j'en dis quand même un mot tout de suite. Nous avons dit, d'entrée de jeu, qu'il y a 2 formes de drépanocytose. Les sujets AS qui ne sont pas malades, mais susceptibles de donner naissance à un enfant AS. Et donc, la grande question qui se pose dans tous les pays du monde aujourd'hui, que faire en matière de prévention? Eh bien, en matière de prévention, c'est l'information, comme je l'ai fait aujourd'hui, informer au maximum, parce que l'information doit précéder toujours le dépistage, et puis ensuite, c'est lancer des programmes de dépistage pour faire en sorte que les personnes AS le sachent et le découvrent avant qu'ils aient eu des enfants et qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation que je vis depuis 40 ans, comme tous les pédiatres qui sont dans cette salle, c'est apprendre à un couple qui sont tous les deux AS, alors qu'ils sont en train, parce qu'ils ont devant eux un enfant qui est atteint par la maladie drépanocytaire. Effectivement, aujourd'hui, il faut travailler en amont pour faire en sorte que les porteurs de la drépanocytose soient informés sur leur état et qu'ensuite, grâce au conseil génétique, je ne détaille pas les mesures, qu'ils sachent le risque auquel ils sont exposés d'une part, et qu'ils connaissent les moyens que la médecine peut leur proposer pour faire en sorte que ces couples dits à risque aient des enfants, mais des enfants qui ne soient pas malades. Vaste programme considérable, et on sort de la médecine, on sort dans des programmes de santé publique, des programmes politiques. Mais il faut savoir effectivement que c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je le résume, dépister les hétérozygotes, prendre en charge des malades drépanocytaires, et puis faire en sorte qu'il y ait des actions de santé publique qui visent à détecter les hétérozygotes pour les informer de leur état. Et ça a l'air simple à dire, simple à faire, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Quand on dit qu'on va se lancer dans les campagnes de dépistage, il faut savoir qui va les faire, qui va dire quoi, et est-ce qu'en amont, une fois qu'on a dépisté, on a le service à offrir aux patients qui vont dépister. Autrement dit, est-ce que les patients dépistés AS savent à qui s'adresser et ceux qui vont les recevoir savent ce qu'ils doivent dire. C'est pas simple, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc attention, dépister c'est bien, mais à condition qu'on ait défini qui dit quoi, pour faire quoi et adresser les AS vers qui. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à applaudir le professeur Jérôme pour cette belle intervention. Je vous demande de rester à mes côtés pour accueillir donc la représentante du maire, Madame Mathilde Diouf, déléguée aux droits des femmes, à la parité, à la francophonie. Voilà. Et je vous demande d'applaudir. Donc, pour poursuivre notre manifestation avec un peu de changement, Madame Mathilde Diouf va prendre la parole et nous dire quelques mots. Alors, bonjour à tous. Très brièvement, tout d'abord, je tenais à
à m'excuser pour ce retard et je m'excuse auprès de la présidente d'interrompre comme cela donc, cette présentation très importante. J'ai été retenue par ailleurs par une autre représentation, d'ailleurs on en avait parlé, et je me suis dépêchée pour venir dire juste un petit mot de bienvenue, puisque le plus important, c'est l'éclairage aussi qu'apportent nos éminents professeurs, que je tiens ici à saluer de leur présence, qu'ils ont fait le déplacement, en tout cas pour 2 d'entre eux. Monsieur le professeur Ulrich, vous avez en tout cas les salutations de votre confrère, donc de votre consoeur plutôt, qui est Véronique Pakis, que je tiens ici à excuser, qui n'a pas pu être là, parce qu'elle aurait été beaucoup plus à l'aise à ma place, en tout cas pour parler de la drépanocytose, d'autant plus qu'elle est professeure en recherche génétique. J'excuse aussi le professeur Guérin, puisque nous avons la chance dans cette majorité municipale d'être entouré de professeurs, notre adjoint à la santé, le professeur Guérin, qui lui est professeur en gérontologie. Alors, simplement vous dire que moi je suis ravie d'accueillir un peu des éminents spécialistes pour parler de cette maladie qui est assez méconnue, en tout cas ici à Nice. En tout cas, moi je parle sur ce que je sais, qui est assez méconnue ici à Nice. Et en cela, je tiens à féliciter vraiment Madame Pauline Bavakou, donc justement, qui nous vient de Paris, qui a décidé de venir quand même apporter, venir faire une sensibilisation sur tout ce qui est prévention autour de cette maladie qui n'est pas du tout connue. Donc elle a voulu quand même dupliquer ce qu'elle fait magnifiquement bien à Paris, d'ailleurs aussi à Rueil-Malmaison, puisqu'elle est aussi conseillère municipale à Rueil-Malmaison, et venir nous expliquer, venir un peu sensibiliser cette population. C'est bien la première fois ici à Nice. Et Madame la Présidente, en tout cas, en ma qualité de représentante du maire de Nice, je tenais à vous remercier pour cela, nous permet de pouvoir parler de cette maladie qui touche quand même le plus particulièrement les populations d'Afrique noire, d'Inde, ce que j'ai entendu aussi, et ultramarine. Et c'est important de pouvoir venir parler de cela ici. Nice, qui est quand même une population riche de sa diversité, pour pouvoir justement essayer de mettre en place donc, des ateliers de prévention pour pouvoir parler de cette maladie. Je tiens aussi à... peut-être pas monsieur le professeur Olnich, qui le sait déjà, vous savez que Nice est une ville de plus en plus reconnue pour la qualité de sa politique de santé. Et cette qualité, elle peut s'expliquer aussi par la vitalité de nos universités, bien sûr, de nos laboratoires et de nos chercheurs. Cette qualité aussi s'explique plus particulièrement aussi par la volonté d'un homme, qui est Christian Estrosi, qui a voulu quand même mettre en place une politique ambitieuse de santé, et ce, depuis 2008. Et pour cette majorité municipale que je représente ici, la santé est une priorité absolue. Et le but de cette volonté aussi, c'est de pouvoir rendre la santé accessible à tous. Et à cet effet, un des pôles majeurs aussi que nous essayons de développer, mais je me fais très modestement donc l'écho de mes collègues qui sont médecins, que je viens de citer maintenant, c'est de travailler à l'amélioration de la prévention par le développement des actions de dépistage. Et le professeur Giraud, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, on a fait quand même pas mal de travaux dans ce sens-là, notamment par la promotion du don du sang aussi, avec le partenariat avec l'établissement français du sang. On fait aussi en matière de prévention pour le développement des actions de dépistage, la prévention des cancers, où là je suis un peu plus impliquée puisqu'il s'agit du cancer du sein autour de l'octobre rose. Voilà, donc en tout cas pour vous dire que nous sommes très attentifs à ce que vous nous apportez, Madame la Présidente, tout en saluant ici votre vice-présidente déléguée, Madame Odolphine Balou, que je salue ici, que je connais de vue, et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de travailler beaucoup plus en profondeur, si j'ose dire, puisque c'est vrai que l'association Espoir de vivre vient tout juste de s'installer ici à Nice. On souhaiterait collaborer, asseoir encore plus cette collaboration et développer vraiment un partenariat pour pouvoir apporter justement donc l'information qui nous manque tant, puisque je passe sous le contrôle du professeur ici présent. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas de drépanocytose ici à Nice,
mais peut-être que vous y reviendrez. Mais en tout cas, nous, notre rôle, en tout cas le rôle de la municipalité que je représente, c'est d'aider et d'accompagner justement à des actions de prévention et de sensibilisation. En tout cas, Madame la Présidente, ça fait peut-être 2-3 jours qu'on se connaît à peine. On a beaucoup échangé, j'ai eu le plaisir de vous accueillir à mon bureau et j'aimerais vraiment pouvoir collaborer aussi avec votre vice-président délégué à mettre vraiment en place une véritable conférence sur cette thématique-là. Émérite, on en a déjà parlé avec ma collègue Véronique Pakis, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est professeure en recherche génétique, pour justement essayer de voir aussi comment on peut apporter cette information à l'ensemble de la population, pas qu'à la population noire, hein, mais comme vous l'avez si bien dit, M. Giraud, mais à l'ensemble de la population niçoise. En tout cas, sachez que je suis à vos côtés pour pouvoir travailler sur des colloques et des conférences et avancer un peu sur cette maladie qui nous concerne tous, puisque aussi, de plus en plus, avec le métissage, avec le flux migratoire, nous sommes plus concernés. En tout cas, merci et pardon encore pour le retard. Et je vais écouter très attentivement donc, tout ce que vous aurez à dire, parce que moi aussi, je suis, peut-être pour la plupart, comme beaucoup ici, nous avons une méconnaissance totale un peu de cette maladie. En tout cas, merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci. Merci, ma chère Mathilde. Et je demande aussi vraiment à... Donc, sans plus tarder, pour continuer, je vais demander donc au professeur Pierre-Simon Rolrich du CHU de Nice, pédiatre, cancérologue. Madame Mbakou, Madame Mbalou, donc qui va maintenant ici diriger l'antenne locale de l'association, Madame Diouf, chers collègues, et vous tous qui êtes là, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir échanger avec vous sur cette maladie, la drépanocytose. La drépanocytose, on a vu, M. Giraud vous a expliqué à quel point en Afrique c'est un problème gravissime et à quelle vitesse les enfants meurent en bas âge. Chez nous, dans les pays développés, les enfants ne meurent pas en bas âge, ou heureusement très peu, mais la drépanocytose reste un tueur silencieux, reste une maladie qui va détruire les gens, mais par l'intérieur, de façon souvent bruyante, mais parfois aussi insidieuse. Et donc c'est vraiment un travail de longue haleine, un travail de tous les jours pour éviter toutes ces complications de la drépanocytose et pour que nos patients aillent le mieux possible avec cette maladie. Le professeur Giraud vous a dit à quel point il est important de faire la prévention, de pouvoir éviter que ces enfants naissent avec cette maladie, mais une fois qu'ils sont nés, une fois qu'ils sont là, eh bien, il faut les soigner le mieux possible et leur permettre d'atteindre l'âge adulte. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la drépanocytose? L'hémoglobine, qui d'habitude est comme du sucre dans l'eau, qui d'habitude est diluée dans nos globules, tout d'un coup, elle va se solidifier, elle va se cristalliser, et le globule rouge va être déformé par cette hémoglobine, et le globule rouge va se coincer dans les vaisseaux, lui qui d'habitude passe comme un petit ballon, une toute petite bille, toute souple, qui d'habitude passe dans les vaisseaux, va se coincer, et ça va entraîner la première complication de la drépanocytose, qui est les crises vaso-occlusives. Donc ces crises vont toucher l'enfant à partir de 6 mois environ, et vont entraîner des douleurs. Elles peuvent affecter tous les organes, tous les endroits du corps, y compris les organes les plus nobles, le cerveau, les poumons, les reins, le foie, et entraîner donc ces douleurs épouvantables. La deuxième complication de la drépanocytose, c'est l'anémie. Comme ces globules sont déformés par cette hémoglobine cristallisée, malheureusement, ils vont
être détruits, ils vont exploser, et ça va entraîner une anémie chronique qui va beaucoup gêner les enfants pour bouger, pour courir après le ballon et pour mener une vie normale. La troisième complication redoutable de la drépanocytose, ce sont les infections. Comme la rate, très tôt chez ces enfants, ne fonctionne plus, la rate, d'habitude, c'est un organe qui mange les bactéries qui passent dans la circulation. Et là, la rate ne fonctionne plus, et donc il y a des bactéries qui vont survivre dans le corps et qui vont entraîner des complications très sévères, des infections, des septicémies, des infections des os également, qui peuvent conduire malheureusement soit à des handicaps sévères, soit même parfois au décès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? Eh bien, en fait, le premier mot, le maître mot, c'est l'éducation. Expliquer la maladie, expliquer à l'enfant, expliquer aux parents, et tout mettre en place pour éviter au maximum ces crises. Il y a un certain nombre de règles d'hygiène que vous connaissez. Boire beaucoup, lutter contre la fièvre, lutter contre les infections, éviter la déshydratation, le froid, les efforts violents. Donc, tout ce côté éducation, il est vraiment fondamental. Par exemple, mon collègue, le professeur Chérif Raimi, que j'ai connu à Paris, à Robert Debré, et qui maintenant travaille au Bénin, il éduque les enfants et il leur explique: ton pipi ne doit jamais être jaune. Dès que tu es allé faire pipi, tu dois boire de façon à ce que ton pipi reste toujours clair. Vous voyez, ça c'est l'éducation. C'est quelque chose de très pratique, de vraiment très simple à comprendre pour l'enfant, mais c'est fondamental pour éviter les crises. Au-delà de l'éducation, il y a bien sûr la vaccination, il y a la prophylaxie avec les vitamines que l'enfant doit prendre tous les jours, avec les antibiotiques, mais souvent ça ne suffit pas à éviter les complications graves de la maladie. Et notamment chez certains enfants, on va avoir des crises au niveau du cerveau, l'enfant ne s'en aperçoit même pas, et progressivement avec les années qui passent, à l'école, alors qu'il était très bon à l'école au début, ses résultats scolaires vont baisser, et finalement quand on va s'en apercevoir, il sera trop tard, il aura malheureusement un cerveau très abîmé par la maladie. Alors, une fois qu'on a ces complications, et même avant de les avoir, on a maintenant des traitements. Puisque vous savez que c'est l'hémoglobine qui est anormale, eh bien, il faut qu'on change l'hémoglobine. Et pour changer cette hémoglobine, on a une façon simple qui est la transfusion. Donc dans certains cas, dans certaines urgences, on va faire des échanges transfusionnels, c'est-à-dire qu'on va prendre le sang, prendre les mauvais globules et les remplacer par des bons globules. Et nous avons ici à l'hôpital, au CHU de Nice, mis en place un programme d'échange transfusionnel, notamment pour les adultes, qui se font avec des machines, qui se font très simplement. Et on a maintenant une vingtaine de patients qui sont en programme d'échange. Et puis, il y a un autre moyen qui est plus moderne, qui est moins lourd aussi en termes de souffrance et de séjour à l'hôpital pour les patients, c'est l'hydroxyurée. L'hydroxyurée, c'est un médicament qui va faire retourner l'hémoglobine à comme elle était pendant la grossesse, comme elle était alors que l'enfant était encore un petit bébé dans le ventre de sa mère. Je vous ai dit tout à l'heure que les crises commençaient vers l'âge de 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'avant l'âge de 6 mois, il reste encore cette hémoglobine fœtale, et cette hémoglobine fœtale, elle n'est pas touchée par la maladie, elle est normale. Et donc on va essayer avec cette hydroxyurée de faire refabriquer par le corps de l'hémoglobine fœtale. Et ça marche très bien, ça ne marche pas chez tous les patients, mais ça marche chez la majorité des patients, que ce soit des enfants comme des adultes. Et donc notre but ici, à Nice, en PACAS, c'est d'éviter au maximum que les enfants soient hospitalisés pour des crises. C'est de tout faire, grâce à cette hydroxyurée, pour que ces enfants mènent une vie normale et qu'ils fassent le moins de crises possible, qu'ils soient hospitalisés le moins souvent possible. Ensuite, il y a des patients pour qui l'hydroxyurée ne marche pas, ne suffit pas, et il va y avoir
quelques patients qui vont pouvoir bénéficier d'une greffe de moelle. Et quand on fait une greffe de moelle, on va changer tout le système hématopoïétique, tous les globules et donc l'hémoglobine qui est dedans. Et ces greffes de moelle, on les développe aussi dans beaucoup de centres, y compris à Nice, et on maîtrise de mieux en mieux ces greffes de moelle. Donc c'est des procédures qui sont lourdes, mais qui permettent de guérir définitivement ces patients. Enfin, il y a un dernier traitement dont vous avez tous entendu parler, qui va arriver, on espère, dans les années qui viennent, mais qui pour l'instant est encore au niveau expérimental. C'est la thérapie génique, c'est changer les globules rouges qui sont dans la moelle sans être obligé de faire une greffe de moelle, avec une procédure quand même qui restera assez lourde, mais qui représente l'avenir pour tous nos patients. Néanmoins, on ne pourra pas, vous pensez bien qu'on ne pourra pas faire de la thérapie génique chez les milliers de patients qu'il y a en France et chez les centaines de milliers de patients qu'il y a en Afrique et dans les autres pays très touchés. Donc vraiment, il faut mettre le paquet sur la prévention, sur l'éducation et sur l'hydroxyurée, qui est un médicament qui apporte vraiment une grande amélioration dans l'état de santé de ces patients. Je vous remercie. Merci, professeur Franchwich. J'invite à présent le professeur Fabien Mahuma. Ah, le docteur. Désolé parce qu'effectivement, dans ce milieu, il y a une différence. Est-ce qu'il marche? Oui, il marche au micro. Oui. Voilà, donc docteur, effectivement, je vous invite à prendre la parole. Le docteur Mahuma arrive donc de l'hôpital de Gonesse. Il a effectué la route depuis hier soir en voiture et nous a rejoint ce matin. Je vous demande d'applaudir. Alors moi, je vais avoir juste l'honneur d'essayer de faire une synthèse après ces brillantes paroles de nos éminents spécialistes et de Maman Bakou et de Madame la représentante du maire. Alors, Madame Bakou a commencé d'abord par resituer le sens de l'événement, donc qui a créé en fait une antenne de l'association ici à Nice, ce qui avait été décidé par l'Assemblée générale de 2015, donc de créer donc cette association ici. Elle a rappelé le rôle de l'association et de ses œuvres dans des pays étrangers, par exemple ce qui s'est passé au Togo, par exemple, et comme l'ont dit les spécialistes hématologues, elle a rappelé l'importance de la prévention, qui est donc extrêmement important. C'est le message un peu que l'association est venue apporter ici à Nice. C'est la prévention qui est le mot-clé dans la prise en charge de la drépanocytose. Et elle attend, et ses attentes par rapport aux Niçois, dont elle espère une participation, une adhésion à l'association. Après, le professeur Giraud, qui fut mon maître, est intervenu. Donc j'aime bien le rappeler parce que, comme je lui disais tout à l'heure, ça fait quand même plus de 30 ans, 40 ans même, donc, que je sais qu'il s'occupe de ce problème. Donc ça fait une sacrée expérience que je tiens encore une fois à saluer. Alors, M. Giraud a rappelé donc les objectifs qui sont de clarifier donc, les idées au niveau de la drépanocytose. Il a insisté sur le fait que la drépanocytose, ça restait une maladie grave. C'était important de l'entendre, c'est une maladie qui est mortelle. Et par contre, il y a un espoir, c'est que la prise en charge et l'espérance de vie peut être améliorée lorsque cette prise en charge est faite de façon correcte. D'où se posait la question de que faire, comment faire cette prévention. Alors, il nous a rappelé que c'était une maladie qui était une maladie génétique. Je me permettrai de rajouter que c'est ce qui est écrit, c'est la maladie génétique la plus importante du monde et la plus répandue en France. Donc c'est une maladie qui est due, c'est une maladie de l'hémoglobine, qui est contenue dans le globule rouge, l'hémoglobine qui est donc responsable de la couleur rouge du sang et qui est surtout responsable du transport de l'oxygène. Et cette maladie est donc transmise par les deux parents, qui chacun porte une moitié de l'hémoglobine malade. Et donc, cette hémoglobine malade, c'est l'hémoglobine S, qui est donc responsable de la drépanocytose.
Mais beaucoup de gens sont porteurs sains, et donc ces gens-là, comme nous le savons, comme vous l'a rappelé, sont donc des gens qui sont à considérer comme sains. Après, il a parlé bien sûr de ce que nous avons tous compris, les drépano-SS, qui sont donc les personnes malades. Et ce diagnostic qui se fait par l'étude de l'hémoglobine, qui permet d'identifier ainsi les couples à risque. Donc, le dépistage des porteurs est important pour permettre donc la prise en charge, pour permettre donc à ces gens de pouvoir avoir une prévention, pour permettre ainsi d'intervenir avant pour éviter la survenue de la maladie. Il nous a rappelé que c'était une maladie qui touchait tous les continents, c'est quand même très important à entendre, et surtout il y a une information qui moi m'a heurté, malgré le fait que je suis professionnel, c'est d'entendre que s'il y avait 20% de malades qui étaient des blancs, c'est qu'il y a quand même une notion, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, qui n'est pas très souvent dans nos esprits et dans nos discussions, mais je pense que c'est extrêmement important à dire. C'est vrai que dans ma petite expérience comparativement à la leur, un malade que j'ai dépisté, c'est vrai que c'était un petit enfant qui venait du Maroc et qui n'avait pas la peau noire comme on aurait pu l'attendre à l'époque. Mais c'est quand même une maladie qui est plus fréquente en Afrique, essentiellement en Afrique noire, centrale et de l'Ouest. Alors, il nous a donc insisté sur le fait que c'était une maladie grave, avec un risque de mortalité. Mais lorsque le traitement est fait et qu'il est fait correctement, il y a quand même des éléments très importants d'espoir à retenir dans ce cas de M. Giraud. Chez les enfants, ça permet jusqu'à 96 et 98% d'enfants à dépasser et atteindre l'âge de 20 ans. C'est vrai que j'ai le souvenir comme ça, là aussi, une petite expérience personnelle. Quand on était là-bas, j'ai perdu un copain à 18 ou 17 ans. Et c'est vrai que pour nous, à l'époque, on avait une quarantaine d'années maintenant au pays, on savait que c'était presque normal que cet enfant-là meure. Et c'était même plutôt exceptionnel. Il avait même vécu un peu plus que les autres. Et on était très très jeunes et ça a beaucoup marqué les gens. Donc, le pourcentage, malheureusement, ce pourcentage n'est pas obtenu dans nos pays pauvres, puisqu'il y a ce que l'on pourrait appeler des multifacteurs qui interviennent, qui font que cette prise en charge peut malheureusement être rendue difficile. Par contre, l'espérance de vie des adultes en pays développés, M. Giraud pense que les gens, aujourd'hui, on est à 60 ou 65, les gens peuvent arriver jusqu'à 60 ou 65 ans. Et donc, le vrai problème, la vraie question, toujours la même, que faire? C'est essentiellement par rapport, donc, faire la prévention chez les personnes qui sont AS. Ils doivent être informés et dépistés. Et là, j'ai noté le mot par lequel il a fini, que j'ai trouvé que ça pouvait vraiment résumer sa pensée, c'est qu'il faut savoir de façon claire qui dit quoi, pour faire quoi et à qui les diriger. Et c'est vrai que ça me semble vraiment ça qui est important, parce que je lui racontais tout à l'heure quand on déjeunait, c'est en médecine, comme on dit, on ne trouve que ce que l'on cherche. Et c'est vrai que les gens qui ne savent pas ont pu voir passer dans leurs mains des enfants qui avaient les signes, mais qui n'ont pas pu être diagnostiqués et qui peut-être dans des mains plus expertes auraient pu être diagnostiqués plus tôt. Donc M. Giraud conclut en disant il faut savoir qui dit quoi, pour faire quoi et à qui les dépister. Alors donc là est intervenu M. Rolich qui a rappelé donc la situation dans les pays développés, et j'ai trouvé ça, le mot était fort, mais c'est vraiment, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'entendre, que la drépanocytose était un tueur silencieux. C'est un tueur, donc c'est une maladie de longue haleine, et c'est pareil, donc la prévention peut permettre, donc là aussi, de pouvoir éviter qu'on en arrive à cette situation-là. Donc, il a rappelé ce que nous appelons en médecine la physiopathologie, c'est-à-dire ce qui explique la maladie et les signes, c'est les obstructions entraînées par la déformation des globules rouges suite à certaines situations particulières, le froid, les efforts, la fièvre, qui fait que le globule rouge va prendre une forme en assiette et entraîner une obstruction, et ainsi entraîner les conséquences et les signes cliniques qu'on voit, notamment les trois plus importants, les crises vaso-occlusives, qui sont secondaires à l'obstruction des vaisseaux par le globule rouge, donc il n'y a plus d'oxygénation, et ça fait des douleurs. Tous ceux qui connaissent les enfants là, les ont vu souffrir. Et là aussi, un petit rappel dans ma petite expérience, je me souviens d'un enfant dans le service où je travaillais à un moment donné, quand on rentrait dans le service, 30 mètres plus loin, 40 mètres plus loin, on l'entendait
qui hurlaient. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement pénible pour les parents. Il y a l'anémie qui est donc secondaire à la destruction de ces globules rouges et finalement les infections à répétition. Alors donc, le professeur Rolich insiste donc, là aussi, compte tenu de la gravité de cette maladie, je rappelle que M. Giraud a dit qu'elle était une maladie mortelle, M. Rolich a dit que c'était un tueur silencieux, ils insistent donc sur la prévention. Mais malheureusement, si cette prévention n'a pas été faite, il y a des enfants qui naissent drépanocytaires. Que leur proposer? M. Rolich insiste donc sur l'éducation, lutter contre la fièvre, faire voir ces enfants-là, effectivement, faire donc éviter les efforts violents, et comme il a dit, bien vérifier que les enfants sont bien hydratés. Il y a des familles où il y a la petite bouteille d'eau, je connais des familles où les bouteilles d'eau sont là, tu devras les voir. Quand je rentre le soir, c'est la maman qui dit, si tu ne les as pas bu, tu vas voir. J'ai connu une dame comme ça, et c'est vrai qu'elle a permis à son enfant pendant très très longtemps de ne pas avoir des cris. Je ne dis pas que c'est ça, mais en tout cas, elle était très vigilante. Les vacciner, contre essentiellement le pneumocoque, qui est un des microbes qui sont responsables des problèmes après le dysfonctionnement de la rate, faire ce qu'on appelle une prophylaxie, leur donner ces antibiotiques qui les protègent quand la rate ne fonctionne plus, leur donner des vitamines, et surtout se battre contre les complications. Et donc il a passé au traitement, qui est donc les échanges transfusionnels, il a bien expliqué, c'est en fait le principe, c'est de changer le sang pour pouvoir diminuer le pourcentage et le taux d'hémoglobine malade. On donne du sang neuf et on diminue le taux d'hémoglobine malade et du coup, donc, il n'y a plus de raison qu'il y ait des obstructions dans les veines. Alors, l'hydroxyurée, qui est donc un produit qui a comme rôle d'augmenter la concentration de l'hémoglobine fœtale qui, en principe, n'est pas responsable et protectrice. Il a parlé de la greffe de moelle, mais je pense que comme chaque fois qu'on parle de greffe de moelle, c'est toujours avec beaucoup de réticence. On n'a pas l'impression que... Moi, je sais que j'ai perçu quelques enfants qui avaient eu de la greffe de moelle. En tout cas, c'est quelque chose dont on a encore, peut-être vous nous redirez un petit peu plus. Mais bon, je pense que voilà, ça fait partie des choses. Et puis la thérapie génique, qui serait surtout une médecine d'avenir. Donc, en fait, tout ce qui ressort de ce qui a été dit par nos intervenants, nos éminents spécialistes, et c'est ce que l'on dit toujours, c'est la prévention. Donc je pense vraiment, et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai toujours soutenu cette action de Mme Pauline, parce qu'en médecine, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que la prévention, et dans tous les domaines, Je veux dire, si aujourd'hui on dit aux gens d'arrêter de fumer, c'est bien parce qu'on sait qu'il est beaucoup plus simple quand on n'a pas fumé, donc de ne pas avoir les conséquences que de courir après les conséquences de la cigarette, voilà. Et donc à nos enfants, effectivement, il faut leur rappeler, peut-être sur le plan de la rigolade, que quand ils sont en soirée et qu'ils sont porteurs AS, avant de commencer à faire la cour à une fille, de lui demander sa carte de dépistage. Voilà. Je finirai donc par là, en vous remerciant encore une fois de vos brillantes interventions, et merci de votre attention, à eux surtout, et on peut les applaudir, je pense qu'ils le méritent. Merci également au docteur Mayumba pour ce bel exposé. Je pense que nous pouvons remercier nos trois intervenants, ainsi que notre adjoint Kamel qui a donné quelques mots, pour ce cours magistral avec des mots simples pour nous qui ne sommes pas du domaine médical. Je pense que nous avons quand même saisi un peu la portée de cette maladie. Donc maintenant, nous allons procéder à un échange. Je m'en voudrais d'être non galant et être incorrect. J'avais dit que je dirais un mot sur ce que Madame le maire nous a dit. Et donc je suis parti dans la médecine et j'ai oublié un peu tout le reste. Je n'ai pas oublié, je me suis dit le meilleur pour la fin, mais du coup, bon. Alors merci Madame le maire. Elle nous a donc dit des mots extrêmement gentils et agréables et montré surtout le travail qui est fait au niveau de leur mairie pour tout le travail qu'ils font pour la prévention en règle générale. Et elle nous a donné donc son accord et son envie de travailler avec nous, de travailler avec l'association, avec son équipe. Et merci donc, madame. Pour aller dans cette même lancée, je voudrais donc peut-être que, ici, les gens le savent, c'est une occasion de renouveler notre attachement à Mati Diouf, parce qu'elle œuvre à côté de nous, dans diverses associations. Si aujourd'hui, je dirais que nous arrivons à obtenir les faveurs de la mairie, eh c'est bien grâce à elle.
C'est elle qui a impulsé aussi donc, cette fédération que nous avons mise en place. Et je crois qu'à chaque fois que nous l'avons sollicité, nous avons su trouver donc, des solutions à nos doléances. Et d'ici dans la salle, je pense que tout le monde la connaît. Donc je pense que cette fondation est plutôt pour vous. Et je pense que nous avons donc l'intention, avec Pauline, d'après ses propos, de pouvoir mettre en place cette manifestation sur la Côte d'Azur une fois par an. Et cette fois-ci, il y aura une implication réelle de la collectivité, plutôt de la mairie de Nice, qui naturellement est attachée à ce fléau. Voilà. Donc maintenant, je voudrais donc qu'on puisse procéder à un échange. Il est important que vous puissiez poser des questions. Et je vois déjà la main de Magali qui se lève. C'est important de voir que certains parmi nous sont attachés à cela et souhaiteraient donc nous poser quelques questions, par moi surtout. Bonjour, alors moi je suis Magali Bono. Voilà, alors j'ai plusieurs questions, mais je vais essayer d'être bref parce que j'imagine que d'autres personnes en ont aussi. Je voulais savoir déjà, donc ma question s'adresse à Madame Makou. L'association, est-ce qu'elle concerne uniquement la France ou c'est international? Est-ce qu'il y a une antenne par exemple au Congo démocratique? Déjà, j'avais cette question-là. Merci pour votre question. Je vais vous dire que l'association n'est pas seulement en France. L'association ne peut pas rester nationale étant donné que la maladie, la drépanocytose, nos médecins, nos deux spécialistes viennent de dire que c'est dans le monde entier. Parce qu'avant, ça touchait l'Afrique. Mais aujourd'hui, ils viennent de dire, et ils étaient clairs, que maintenant, ça touche aussi la peau blanche. Et quand je ne le fais pas que pour l'Afrique, mais je le fais pour le monde entier. Et comme ils sont là, ils peuvent vous dire, ils savent que je contribue aussi pour le gouvernement français pour les dépenses. Parce que quand on fait la prévention, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir les enfants malades. Parce que quand on a les enfants malades, ça coûte excessivement cher à la sécurité sociale. J'espère qu'ils voient ça. Alors, quand on fait la prévention, ça diminue. Je ne peux pas le faire que pour les enfants du Congo parce que je suis congolaise. Non. Ça, je dis non parce qu'elle est internationale. Et la preuve, mon premier voyage international que j'ai pu faire, c'était au Togo. Un pays que je ne connais presque pas. Je n'ai jamais été de mon enfance, mais j'ai été pour faire la prévention. Et comme je vous dis, et pour moi, faire une conférence, même si j'ai 3 personnes, c'est un plaisir pour moi. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que les 3 personnes qui vont venir assister à la conférence, quand ils partiront, ils diront, ah, on était à une conférence, on a parlé de la drépanocytose. Parce que regardez que la drépanocytose, peut-être que vous ne comprenez pas, c'est une première maladie génétique au monde, mais qui reste encore méconnue jusqu'au XXIe siècle. C'est ça. Voilà, c'est ce qui n'est pas normal. Parce que pour tout ça, l'information n'a pas été passée avant. Donc moi, mon but, c'est de me déplacer partout au monde pour faire la prévention sur la drépanocytose. Parce que quand je vois ma fille souffrir, moi, c'est-à-dire que je me trouve incapable de ce sentiment d'impuissance d'une mère à soulager sa fille qui est malade, j'en souffre et je me suis dit, je me mettrai au service des autres pour pouvoir passer l'information. Donc, je ne peux pas le faire au Congo, je le ferai partout au monde. Même s'il y a d'autres gens qui sont d'autres pays, qui viennent là après la conférence, me proposer pour aller le faire dans leur pays, ça sera une bonne chose pour moi. La preuve, on a parlé avec une dame qui est dans la salle, et je vois Fanta, son fils est un garde reproché du président gambien. Quand il lui a parlé, ils m'ont appelé de la Gambie pour dire que voilà madame, on aimerait vous voir ici au Gambie pour faire la conférence. Et moi, quand je me déplacerai par là, parce que moi j'ai la conférence, mais le but de la conférence c'est d'organiser la conférence, comme vous voyez donc les conférences, pour que je fasse venir les professeurs pour expliquer la maladie. Parce que moi je ne suis pas médecin et d'aider. Pourquoi je l'ai formé? Parce que quand j'ai été voir les médecins, Marianne de Montalabert, qui est professeur, qu'il connaît très bien, j'ai dit, mais pourquoi docteur, jusqu'à nos âges, on peut encore avoir les enfants drépanocytaires à nos jours plus tôt, alors que l'information devrait passer à l'avance? Il m'a dit, madame Mbako, comprenez que nous sommes médecins. Nous recevons les familles des enfants malades.
Mais nous, on n'a pas le temps d'organiser des conférences. C'est à vous, les mères des enfants malades, les parents des enfants malades, d'organiser des conférences. Et quand vous nous appelez pour nous, c'est un plaisir. On ne peut pas dire non parce que c'est pour passer l'information. Donc voilà, je vais être bref, c'est pour le monde entier. Alors j'avais une deuxième petite question qui peut sembler idiote a priori. Donc je m'adresse à un des 3 médecins ici présents. En termes de prophylaxie, est-ce que par exemple on peut imaginer un jour qu'il y ait une vaccination comme il y en a pour d'autres maladies? Le problème des maladies génétiques, c'est que c'est vraiment porté par le corps, par toutes les cellules du corps qui ont donc le gène qui est déficient. Et donc, une vaccination, à proprement parler, non, ça n'existera pas. Par contre, est-ce qu'un jour, les thérapies géniques pourront être administrées de façon aussi simple presque qu'une vaccination? Pourquoi pas? Mais c'est pas demain, c'est plutôt après-demain. Alors, je voulais juste demander à mes chers collègues, parce que moi je suis en maternité et on est confronté à quelque chose de... C'est vraiment une question de base. C'est le refus de certains parents, tout simplement de refuser de se faire dépister. Et on a du mal avec ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez un tuyau à nous donner, parce qu'on se bute beaucoup avec la recrudescence de la foi actuelle dans toutes les religions. Il y a beaucoup de gens, tout simplement, qui vous disent non, je ne fais pas de dépistage. Je ne veux pas qu'on dépiste, même si je suis porteur, et même si mon mari est porteur, je ne veux pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez des idées à nous proposer pour parler à ces gens-là? Vous abordez un point qui est vraiment très délicat. Je voudrais répondre à votre question et je voudrais répondre de la façon suivante. Il me semble qu'en matière de prévention, il y a d'abord et avant tout l'information, comme l'a très bien dit Mme Bocquet. L'information, c'est-à-dire que toutes les personnes, effectivement, qui sont originaires de régions du monde dans lesquelles la drépanocytose constitue un véritable problème, soient sensibilisés au fait qu'ils sont peut-être porteurs de la drépanocytose. Et c'est bien notre objectif aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, et autour de vous, tiens, tu viens d'un pays où il y a la drépanocytose, il serait bien que tu te fasses dépister pour savoir si tu es porteur ou pas. Mais je dis bien que l'information précède le dépistage. Il ne faut pas aller dans le sens inverse. Moi, j'ai commis parfois l'erreur de faire ce test au milieu d'autres examens biologiques et de me retrouver avec un test à expliquer à des patients auxquels je n'avais pas dit que je l'ai. Ça, c'est une grande faute médicale. Donc, tous les programmes de dépistage, à mon avis, doivent être précédés par des campagnes d'information, par l'information par tous les moyens, et ensuite, les gens choisissent. Ils sont libres. C'est mon opinion, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Ils sont libres, informés, savoir qu'ils sont exposés au risque de donner naissance à un enfant malade atteint d'une maladie dramatique et qui bouleverse complètement une famille quand il y a un enfant qui est atteint par cette maladie. Ils le savent, ils sont informés. Est-ce qu'ils vont utiliser cette information pour se faire dépister? Il y a ceux qui vont dire oui et il y a ceux qui vont dire non. On respecte leur liberté. Moi, c'est mon opinion. D'accord? Pourquoi? C'est parce que ça paraît simple aujourd'hui ici, dans un forum, dans une discussion, de dire bon, on va dépister. Mais si vous y réfléchissez bien, je fais l'avocat du diable dans cette affaire, il n'est peut-être pas si simple que ça de savoir qu'on est porteur d'une maladie parce que ça pose plusieurs types de problèmes. Tout d'abord, ça vient des parents, on va le transmettre aux enfants. Donc on est dans la filiation. On n'est pas comme dans une sérologie d'une hépatite. D'accord ? On est dans un problème qui touche à la filiation. Donc on est dans quelque chose qui est très profond. Et qu'il y ait des gens qui hésitent effectivement à toucher à cet aspect-là des choses, moi je le comprends et je le respecte. D'accord ? Donc ça c'est un premier aspect. Et une fois que vous êtes porteur,
vous avez, sous l'angle de la plaisanterie, mais qui est la vraie vie, tu es en soirée, effectivement, tiens, tu vas faire du gringue à une demoiselle, je parle des hommes, tu vas faire du gringue à une demoiselle, mais il faudrait peut-être que je lui demande son étude de l'hémoglobine. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie, mais c'est comme ça qu'on transmet la maladie. On est bien d'accord. Donc voilà la situation. Donc on est devant des choses qui sont complexes, comme dirait le président de la République. Cette affaire est complexe. Et il me semble qu'il faut essayer de clarifier les choses. Moi, il me semble, j'ai conseil éthique dans la prévention, et je milite pour la prévention, information, information, information au maximum. Pousser à l'information, donc réaliser le test de dépistage, d'accord ? Mais en respectant la liberté. Et puis le deuxième point de vue, c'est en offrant le service d'informer ceux qui ont été dépistés, le service médical qu'on peut proposer à ces patients. Et vous abordez effectivement l'éventuel dépistage de matin. En d'autres termes, on se lance dans des campagnes d'information que quand on a organisé l'aval, c'est-à-dire que quand quelqu'un va avoir son test, qu'il sache quoi en faire, qu'il sache où aller, qui rencontrer. Est-ce que, je me disais, qui va-t-il rencontrer? Il va lui dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ça. Beaucoup de gens pleins de bonnes intentions qui disent tiens, tu devrais te faire dépister, on va dépister, puis quand ils ont un test positif, ils sont paniqués. Celui qui a proposé, il dit tiens, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien avoir réfléchi avant de lancer des campagnes de dépistage, de savoir où on va diriger ceux qui auront été dépistés et qui va leur dire quoi. De ce point de vue-là, en médecine, le dépistage de la drépanocytose est original. Je m'explique. Quand on fait du dépistage en médecine, on recherche des malades. On dépiste un cancer du sein, on dépiste une hypertension, on dépiste une drépanocytose, une hépatite, le VIH. On va dépister des malades et on va les traiter. Quand on dépiste un drépanocytose, on ne dépiste pas un malade, il est bien important. On dépiste chez cette personne un risque auquel il est exposé de naissance. C'est très original et on est devant quelque chose de neuf et de nouveau. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on entre en matière de drépanocytose dans une période, on va se lancer dans une période dans la prévention, mais avec une prévention particulière, dans la mesure où on ne va pas dépister des malades pour les traiter, on va dépister quelqu'un pour lui expliquer un risque génétique très original. Il faut donc réfléchir à tout ça et savoir quels sont les services auxquels on va adresser les personnes, les consultations. Et de ce point de vue-là, c'est complexe, parce que ça peut très bien être le médecin traitant, vous assistez sur ce point, ça peut être des consultations de conseils génétiques, ça peut être des associations, et je pense effectivement qu'il n'y a pas une solution à toute une série de situations complexes. Alors maintenant, vous abordez le dernier point, qui est celui d'un couple qui est exposé au risque de donner naissance à un enfant atteint par la maladie drépanocytaire. Le couple est AS tous les deux, il y a un enfant qui est là, et on peut proposer, effectivement, ça fait partie de ce qu'on doit dire, ce que la médecine doit dire, effectivement, un couple qui est à risque, eh bien, vous êtes exposé, chaque fois que vous avez un enfant, au risque une fois sur 4 de donner naissance à un enfant atteint de la maladie drépanocytaire. Et la médecine peut vous proposer, mais moi je ne dirais pas que c'est obligatoire, la médecine peut vous proposer de faire à 12 ou 14 semaines d'améliorer, comme disent les gynécos, le diagnostic pour savoir si le fœtus atteint, d'autres disent l'enfant atteint, le fœtus atteint, vous voyez qu'on touche à des choses qui sont ultra sensibles, très complexes, effectivement, savoir si l'enfant est atteint par la maladie drépanocytaire ou ne l'est pas, et la médecine et la loi autorisent une interruption médicale de grossesse quand le fœtus est atteint. Donc on est dans des choses extrêmement lourdes, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que derrière ces campagnes de dépistage, il y a toute une série de conséquences en aval qui sont très graves et auxquelles il faut avoir bien réfléchi avant de se lancer dans cette affaire. Et de ce point de vue-là, c'est le constat que je fais au Conseil génétique. Il y a aujourd'hui 6 à 8 femmes exposées au risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire qui dit docteur, merci de vos informations, mais je ne veux pas d'interruption médicale de grossesse. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la bonne solution. Mais là, je m'engage personnellement en disant ça. Pour moi, c'est faire en sorte que les personnes à risque sachent qu'ils sont à risque
Et puis ensuite, eh bien, voir ce qu'on peut... vous sentez bien que même le spécialiste n'est pas à l'aise et ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Donc je veux simplement alerter en disant il faut beaucoup réfléchir à ce que l'on fait, et si on se rend dans des campagnes de vaccination, qu'on ait bien envisagé les différentes étapes, qui va s'adresser aux populations à risque pour leur dire quoi, quel test on va faire, et quand il est positif, qu'est-ce qu'on fait des gens? On les renvoie pas en disant débrouillez-vous. Non, c'est pas ça, il faut offrir un service qui va jusqu'au bout, et aller jusqu'au bout, c'est aller loin, c'est peut-être proposer le dépistage prénatal. Donc on est devant une affaire qui est vraiment extrêmement sérieuse, et très compliqué. Et moi, je ne fais qu'exposer toute une série de problèmes, mais je n'ai pas de solution à tous les aspects. S'il y avait une solution, elle aurait été connue. Merci, professeur Giraud. Je voulais juste très brièvement rebondir, parce que j'ai beaucoup aimé aussi quand j'ai retenu quand même cette fameuse phrase d'aller beaucoup plus loin. Et je pense au contrôle du professeur Ulrich, puisque nous avons développé ici le 27 d'Elval. Nous avons déjà anticipé le fait d'aller beaucoup plus loin. Donc, Nice, qui est une ville qui se fait innovante, ville intelligente, en développant justement le e-santé. Et on a quand même justement ce centre d'Elval, et je pense que le professeur vous en parlerait beaucoup mieux que moi, puisque c'est plus dans vos domaines de compétences, où justement c'est un carrefour, et rectifiez-moi si je me trompe, c'est un carrefour où il y a quand même tous les acteurs de la santé, et utiliser donc l'innovation numérique, donc les nouvelles technologies, au profit de la santé, pour déjà anticiper donc tout ce qui est question de dépistage, parce que je pense que avant toute chose cette maladie, et c'est là où je me rejoins entièrement, on a besoin de sensibiliser, on a besoin d'informer, on a besoin de faire passer le message. Et je pense aussi que c'est là où on pourra après inciter, puisque ça touche l'humain, ça touche la famille, ça touche la filiation. Et là, c'est important quand même de faire tout un travail de sensibilisation et d'information. Et je pense que le 27 d'Elval, et j'espère que j'aurai l'occasion de vous recevoir la prochaine fois, de ceux qui viennent en tout cas de Paris, de pouvoir vous faire visiter le centre d'Elval, pour vous montrer à quel point aussi nous avons déjà commencé à réfléchir à cette question. Et je pense aussi, avec le professeur Véronique Pakis et Olivier Guérin, nous sommes en train aussi de créer la Cité européenne de la santé. C'est bien ça, hein? Donc, voilà. Donc c'est pas du tout mes domaines de compétences, parce que moi je suis plus dans les droits des femmes, mais effectivement ce sont des thèmes qui sont complètement transversaux. Et en tout cas, moi, je voulais vous remercier pour la qualité de ces échanges. Moi, j'ai beaucoup appris, puisque c'est quand même quelque chose qu'on ne connaît pas facilement, qu'on n'appréhende pas comme ça. Et en tout cas, c'était une très très belle initiative, Madame la Présidente, que je réitère ici mon invitation pour essayer d'aller encore beaucoup plus loin avec des professeurs aussi émérites que vous nous avez fait découvrir. Merci. Oui, ma chère Mathilde, donc pour aborder dans ce sens, effectivement, la présidente, Madame Mbakou, projette effectivement d'obtenir le 27 d'Elval pour sa prochaine manifestation qui aura lieu au mois de mai de l'année prochaine. Donc les formalités administratives seront faites dans ce sens, et cela sera l'occasion à nos éminents professeurs de découvrir ce beau centre médical e-connecté mis en place par la ville de Nice. Voilà, ok, d'accord, je donne la parole donc à mon cousin ici présent. Merci. C'est Anissé, secrétaire général de l'association Espoir des Villes. J'ai deux questions aux deux éminents professeurs. La première, c'est au professeur Robert Giraud. Vous avez parlé de l'efficacité de la prise en charge précoce. Est-ce qu'une prise en charge précoce, médicale précoce, d'un enfant drépanocytaire peut effectivement améliorer son espérance de vie? Et parce que pour le moment, on a parlé d'une espérance de vie de 40-42 ans. Est-ce qu'on a des preuves qu'un être drépanocytaire pouvait vivre au-delà de cet âge-là? La deuxième question, c'est au professeur Ulrich. Vous avez parlé des traitements, entre autres de la thérapogénie, si je ne massacre pas le mot. Est-ce que c'est un traitement qui permet la guérison ou c'est seulement pour soulager les malades? Merci. Oui, vous savez aujourd'hui que dans notre pays et dans de nombreux autres pays, y compris à Kinshasa,
on dépiste les patients drépanocytaires à la naissance. Toute femme qui est passée dans une maternité, c'est qu'au 3e jour avant la sortie de l'enfant, on met des taches de sang sur un buvard pour rechercher 5 maladies génétiques, dont la drépanocytose. Et quand le test se révèle positif, autrement dit qu'un enfant est SS, les parents reçoivent un coup de fil et sont invités à rencontrer un spécialiste de la drépanocytose qui est un spécialiste hospitalier, car il faut une base hospitalière à la prise en charge, je n'insiste pas sur les détails, en relation avec les médecins traitants pour assurer le meilleur suivi. Et quand on met en place les mesures préventives, et lorsque les complications arrivent, les mesures curatives, en médecine on prévient les complications, ou lorsqu'elles surviennent, on les traite, médecine préventive, médecine curative. Eh bien, cette prise en charge par les pédiatres, je devrais laisser mon voisin parler, est très efficace, et en particulier toutes ces causes de mortalité graves que sont les infections ou les anémies aiguës qui tuent tous les jours les enfants drépanocytaires ne les tuent plus quand on met en place ces mesures. Ce qui aboutit à ce que 95 à 96, 97% des enfants qui naissent atteignent l'âge de 20 ans. Oui, c'est d'une efficacité remarquable. Et ceci dans tous les pays, et j'insiste bien dans tous les pays, parce que les moyens qui sont à mettre en œuvre pour être très efficaces, des antibiotiques, la transfusion, surtout le suivi régulier, l'éducation des parents, ça ne nécessite pas des moyens financiers considérables comme le traitement du cancer, le traitement des hépatites, le traitement du VIH. On est, du point de vue, on a parlé finances tout à l'heure, mais moi, chère madame, si je m'occupe des enfants drépanocytaires, c'est pas pour faire gagner de l'argent à la sécurité sociale, parce que je sais le drame qu'est, et vous le savez bien vous-même, le drame que représente un enfant malade dans une famille. C'est dramatique. Vous basculez dans quelque chose d'autre. On est bien d'accord. C'est contre ça qu'il faut que les médecins, en tant que médecin, je me bats. Donc oui, on est d'une grande efficacité. Et puis de temps en temps, il y a des complications qui vous rattrapent. Mais l'énorme majorité des enfants que nous suivons, je parle sous le contrôle des pédiatres qui m'écoutent, mais une vie normale, vont à l'école comme les autres, font du sport comme les autres, et lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils s'insèrent dans la société, ils ont des enfants, il n'y a pas de problème de fertilité chez les patients drépanocytaires. Oui, la prise en charge correcte, c'est une transformation radicale de ce qu'on appelle l'histoire naturelle, c'est-à-dire que les enfants ne meurent plus. Je le dis bien, les enfants ne meurent plus. De temps en temps, il y a un drame, c'est vrai. C'est pas la règle comme ça l'est dans les pays où l'accès aux soins n'étant pas facile, étant difficile, quelque chose qui est simple et efficacement traité quand je prends une infection grave, une anémie grave qui nécessite une transfusion. Si, lorsque le symptôme a débuté, une heure après, l'enfant est aux urgences d'un hôpital pédiatrique, eh bien, cet enfant va être sauvé, on ne s'en rendra même pas compte. S'il est à des jours de marche ou d'accès d'un centre hospitalier, il meurt. D'accord ? C'est dans ce sens-là que je veux dire que l'accès aux soins, qui ne nécessite pas des soins extravagants, est très efficace. Et ça, j'insiste bien sûr. Alors, il y avait une deuxième question, mais ce n'était pas moi de répondre. Oui, la deuxième question, c'était la thérapie génique. Est-ce que les patients seront guéris ou pas? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que quelques poignées de patients qui ont bénéficié de la thérapie génique. Notamment, les premiers patients étaient des enfants qui avaient des déficits immunitaires, ce qu'on appelle les enfants bulles, qui ont été soignés par notre ami professeur Alain Fischer à Necker. Et ces enfants-là, là, ça fait plus de 10 ans maintenant que les premiers enfants ont été traités et ils vont bien. Donc, on peut penser que ça sera pareil pour les hémoglobinopathies, la thalassémie, la drépanocytose, que les patients qui iront bien après thérapie génique, ils iront bien pendant longtemps. Mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve puisque ça commence juste. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Quelqu'un d'autre aurait une autre question? Oui. Bon. Je suis attentif à tes questions. Alors, je vais poser une question très concrète. Par exemple, aujourd'hui ou demain, j'ai envie de donner 100 €.
à Espoir de Vivre. Je voulais savoir, c'est très terre à terre, hein, voilà. Comment ces sous-là, à quoi ils vont servir concrètement sur le terrain et quelles sont déjà vos actions, ce que vous menez concrètement au quotidien, de palpable, voilà. Merci Magali pour la question. Donc aujourd'hui, si vous donnez 100 € à Espoir de Vivre, je vais vous dire, l'Espoir de Vivre, depuis qu'elle est ouverte plutôt depuis 2011, je rends visite aux enfants malades dans les hôpitaux. Aujourd'hui, même vous, quand vous êtes malade, sur les lits de l'hôpital, rien ne peut vous faire plaisir que quelqu'un qui vient vous rendre visite et vous donner ne fût qu'un petit cadeau, surtout s'il s'agit des enfants. Donc, je le fais avec mes propres moyens, comme je vous dis, vous savez, quand vous êtes touché à quelque chose, donc, tout ce que j'ai fait pour moi, c'est un plaisir. Si vous donnez, déjà, je vais vous dire que ça sera le bienvenu. Pourquoi? Parce qu'au mois de décembre, je dois aller rendre visite aux enfants malades à l'hôpital Gonesse où travaille le docteur. Donc, je suis en partenariat avec cet hôpital-là. Ça va permettre d'acheter des cadeaux pour que je donne à ces enfants. Ça, c'est un. Et de deux, les amis qui sont là, membres de l'association connaissent. Des fois, on m'appelle en Afrique, partout des pays africains, on m'appelle pour me dire, voilà madame, je suis à l'hôpital avec ma fille. Ma fille a tel, madame, mon enfant va mourir, pardon, aidez-moi. Mais ici, je suis qu'un salarié comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends de mon propre. Pour moi, c'est un plaisir d'aider cet enfant qui allait mourir. Pour vous dire qu'1 € dans l'association peut sauver une vie. Et si vous le faites, vraiment que Dieu vous le rende un jour. Parce que Merci Magali. Et je crois aussi que pour apporter un élément de réponse à ce qu'elle vient, à la question que vient de poser Magali, je crois que comme les si bien exposé les médecins, c'est une maladie, je dirais, assez atypique, mais qui ne peut être que guérie et soignée par les médecins. Donc, la sensibilisation déjà est très importante afin que les gens sachent comment est-ce qu'on a cette maladie. Il faut faire déplacer les médecins dans les pays d'Afrique reculée, dans les villages, donc cela nécessite un coût. Il faut amener la population à se déplacer pour se faire dépister. Cela peut aussi nécessiter un coût, sachant que certaines personnes auront du mal à aller vers, je dirais, les hôpitaux habilités dans ce sens. Donc effectivement, cela nécessite des moyens conséquents. Donc merci Pauline pour cette belle action. Et je pense qu'avec l'aide de chacun, l'association Espoir de Vivre pourra aller de l'avant. Oui, cher cousin. Je voudrais vraiment vous compléter, vous deux, la présidente et vous-même, pour répondre à madame. Une manifestation comme de ce jour a été organisée et nous avons dû payer la salle. Nous devons payer la caméra, les techniciens, les impressions, le fonctionnement du bureau. C'est avec les dons, les apports des membres ou des sympathisants. Donc c'est très important. Tout ce que vous donnez sert vraiment à réinvestir pour le bien de nos populations et pour le fonctionnement de l'association. C'est très important parce que nous ne sommes pas des salariés, nous ne vivons pas de l'association. Nous ne sommes pas des salariés de l'association, nous travaillons pour nous-mêmes, mais nous travaillons pour la société, et la société, pour travailler pour elle, il nous faut des moyens. Voilà tout ce que je voulais ajouter, c'est très important. Merci. Je profite donc de cette occasion pour remercier nos éminents professeurs qui sont sur place, parce qu'ils ont effectué le déplacement à leurs frais personnels. Donc merci professeur Giraud, ainsi que le docteur Bayumba, qui effectivement a tenu à être présent dans l'association et qui se déplace par ses propres moyens. Alors je voulais juste, à propos de l'information sur laquelle la prévention dont a parlé M. Giraud et les deux professeurs, il faut savoir, ça peut paraître anecdotique, que cette information, elle est parfois absente, même dans certains hôpitaux, particulièrement dans nos hôpitaux dits de province. Et je pense qu'on a une expérience récente avec Maman Pauline, sur lequel un enfant qui a un taux d'hémoglobine, on a parlé d'un ici,
qui a ce qu'on appelle un taux d'hémoglobine de base avec lequel elle vit et qui est toléré et qui est accepté comme ça chez les drépanocytaires, peut se retrouver. Alors il y a 30 ans, quand on entendait ça, on disait bon, la maladie est nouvelle, on ne la connaît pas. Mais quand on voit que récemment, une histoire comme ça est arrivée, où l'enfant qui avait 8 grammes d'hémoglobine était au bord de la transfusion, ça a été assez surprenant. Donc c'est pour dire que le travail à faire, il est important, même malheureusement, et il faut savoir reconnaître ses faiblesses aussi, même dans nos milieux médicaux, oui, absolument. Voilà. Juste une dernière question quand même qui touche un peu la population niçoise, et je m'adresse au professeur Ulrich. Est-ce qu'on a quand même beaucoup de cas ici à Nice, dans le bassin niçois, au niveau de la population? Et ça, c'est important de le dire, parce que, et ça va concrétiser, ça va recevoir encore plus votre association, je pense, madame. Alors oui, vous savez qu'en termes d'organisation de santé, il faut raisonner plus en bassin de population que sur la ville simplement de Nice. Donc nous, notre domaine, nous, le service d'hématologie qui est au CHU d'Archet, on est responsable de cette maladie et de ses complications sur tout PACA Est. C'est-à-dire qu'on va à peu près jusqu'à la moitié du Var, à peu près jusqu'à Fréjus, Saint-Raphaël. Donc ça fait quand même une population de, je sais pas, près de 2 millions d'habitants. Hein. Et on a donc, on est référent et on voit les patients drépanocytaires, donc au moins une fois par an, tous les patients drépanocytaires qui nous sont référés. Donc le docteur Monpoux les voit les enfants, il y a à peu près une 50aine d'enfants drépanocytaires, et moi je vois des enfants, mais surtout les adultes, et j'ai maintenant plus de 40 patients adultes drépanocytaires. Donc au fur et à mesure que notre action est mieux connue, au fur et à mesure, effectivement, on nous réfère tous les patients, et on a maintenant donc une cohorte de patients qui est tout à fait notable. Oui. Parce que c'est vrai que Nice est une terre d'accueil, hein, et donc, comme on le disait, il y a beaucoup de gens d'origine africaine, mais il y a aussi des gens du pourtour méditerranéen, Turquie, hein, il y a des drépanocytaires originaires de Turquie, Grèce, voilà. Et donc, même si on n'a pas les mêmes nombres de patients qu'à Paris, ça reste tout à fait important comme problème. Oui, qui souhaiterait poser une autre question? Oui, mon très cher Aliou Sow. Effectivement, avant de donner la parole à Aliou, c'est important de remercier ici les présidents de l'association de la ville de Nice, présents dans la salle. Je vois Sabine V, présidente de Renouveau Nice Nord. Il y a le président de l'ASCAM, de l'association de Congolais de la Côte d'Azur, Amam Monsemoula. Moudji Taba, donc le président de Makoa Mayotte sur la Côte d'Azur. Tout à l'heure, nous avons vu Aliou Sow, président de l'ASPACA, qui vient de se déplacer. Et donc voilà, Aliou Sow, donc président de Dental Action Nord-Sud, et M. Kola, qui représente son épouse, présidente de l'association qui vous dit. Messieurs les professeurs, bonjour. Madame la présidente, Madame l'adjointe au maire, docteur, bonjour. Au niveau de cette question de maladie qui est une maladie héréditaire, qui est une maladie donc génétique, moi j'aimerais savoir quel est son lien avec l'Afrique. C'est-à-dire quels sont les facteurs environnementaux qui font qu'effectivement cette maladie est plus développée en Afrique, donc chez les populations noires, qu'ailleurs. J'ai suivi avec attention vos interventions, mais je n'ai pas pu saisir exactement cette implication, cette relation ombilicale entre donc, les populations noires africaines et cette maladie, donc la drépanocytose. Merci. La réponse va être savante. Autrement dit, je vous demande 3 minutes d'attention. Cette maladie génétique, la drépanocytose, est dans l'histoire de l'humanité survenue dans plusieurs populations. L'histoire de l'humanité sont des millénaires et des millénaires. Un beau jour, une mutation apparaît dans l'hémoglobine chez un individu qui va la transmettre à
à son fils ou sa fille, qui va la transmettre, etc. Lorsque cette mutation dans l'histoire de l'humanité est survenue dans un contexte particulier dans lequel il y avait le paludisme, il s'est trouvé que les porteurs de cette mutation étaient protégés contre les formes mortelles de paludisme. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que le paludisme ou malaria? C'est un parasite qui est inoculé par l'anophèle, par la piqûre de moustique, tout le monde sait ça. Et lorsque ce parasite est entré dans un organisme, il va subir un cycle compliqué. Et ce cycle compliqué va faire que ce parasite va passer dans le sang, dans la lymphe, dans le foie, et à un moment dans les globules rouges. Lorsque ce parasite est dans les globules rouges, il va se multiplier, et à un moment il va faire exploser le globule rouge, et c'est l'accépaluste, la fièvre, et qui, chez l'enfant, est très grave, puisque lorsque cet événement survient dans le cerveau, l'enfant peut mourir. Il y a tous les jours des enfants qui meurent de neuropalus dans les zones où il y a le paludisme. Et donc il se trouve que chez les sujets qui étaient porteurs de cette mutation AS, les porteurs sains AS, eh bien, lorsque le parasite fait son cycle chez l'individu, lorsqu'il entre dans un globule rouge AS, ce parasite est détruit, alors qu'il ne l'est pas chez les sujets AA. En d'autres termes, lorsque dans une population, la mutation S est survenue, les porteurs AS avaient une protection relative à l'égard des formes mortelles de paludisme que n'avaient pas les AA. Vous prenez un village, vous infestez tout le monde, il y a 50% de AS, 50% de AA, c'est un village hypothétique, vous recomptez au bout de 5 ans les morts, il y a plus de morts parmi les AA que parmi les AS. Il y a une sélection dans cette population en faveur des AS à cause du palud. Donc, dans l'histoire de l'humanité, lorsque cette mutation est survenue dans les zones où il y avait le palud, il y a eu une sélection en faveur des AS. Cet événement est arrivé en Afrique, mais pas qu'en Afrique, cet événement est aussi arrivé en Inde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comme il y avait le palud dans les deux zones, il y a une sélection en faveur des AS. Donc c'est une sorte de paradoxe. On est porteur d'une maladie potentiellement grave quand on est deux à la transmettre à ses enfants, mais quand on est porteur sain, on est protégé contre une cause de mortalité importante dans cette région. Et voilà pourquoi on explique que c'est dans les régions où il y avait le paludisme qu'il y a beaucoup de drépanocytose et de sujets AS. Et effectivement, quand on regarde la carte du monde et qu'on voit où sont les populations AS, c'est complètement calqué sur les zones où il y a le palud. Donc ce n'est pas une malédiction, c'est un événement scientifique. J'ai dit que j'allais être savant, j'ai été savant. Et lorsque cet événement, effectivement, qui est survenu, il y a des dizaines de milliers, centaines de milliers d'années, peut-être plus, qui sait l'origine de l'humanité, moi je ne sais pas, mais cet événement fait que dans une population donnée, eh bien, il y a plus d'AS que de AA à cause de ce paludisme, qui est un événement extérieur qui sélectionne les AS par rapport au AA. Oui, voilà, donc effectivement, oui, dans l'assistance, donc il y a de la place. Je voulais profiter aussi pour signaler la présence et le remercier François Jarvis, vice-président du CMC, le Cercle Méditerranée Caraïbes, qui bientôt, dans quelques mois, va prendre la présidence de cette association. Également, Béli Vouimi, à qui j'ai dit un grand merci, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer donc, Pauline, et qui m'a associé à cette manifestation. Bonjour à tous. Donc vraiment, je suis très ravie d'assister à cette conférence parce que ces problèmes vraiment touchent également ma famille. Donc j'ai ma nièce qui est à Paris et ma cousine qui a un enfant qui est atteint de cette maladie. Et ma nièce, elle a 2 enfants qui sont à bas âge. Donc j'aimerais quand même avoir de plus amples informations pour votre association à Paris, pour les conseiller d'aller vraiment assister à vos conférences à Paris, s'il vous plaît. Oui, c'est bien. Nous avons les plaquettes de l'association qui est là avec l'équipe. Ils vont le mettre à la sortie. Je crois qu'ils ont mis plus là-haut. On va vous donner, puis vous allez leur dire. Ça serait intéressant qu'ils viennent justement assister dans les conférences que nous organisons. Parce que comme disent les médecins, autant prévenir que guérir.
Donc, quand ils ont l'information, je crois que ça peut éviter beaucoup de choses qu'attendre d'avoir déjà l'enfant malade pour commencer à chercher le traitement. Voilà. Je crois qu'il y a Kadi donc qui va prendre la parole aussi pour poser une question. Tiens. Bonjour, moi c'est Kadi, je viens de la Côte d'Ivoire et dans ma famille il y a des drépanocytaires parce que moi-même je suis porteur sain et j'ai 2 neveux, il y a un malheureusement qui est décédé à l'âge de 3 ans et le deuxième aujourd'hui il a 7 ans. C'est très difficile pour lui et donc moi je souhaiterais savoir est-ce qu'il y a un régime pour un malade, enfin pour un enfant qui a la drépanocytose. Parce qu'un régime alimentaire surtout. Non, il n'y a pas de régime alimentaire particulier. Ce qui est important, c'est qu'ils boivent beaucoup, c'est qu'ils prennent une vitamine qui s'appelle l'acide folique tous les jours. Et après, si sa maladie est grave, les médecins lui prescriront, dans certains cas, très souvent un antibiotique qui s'appelle l'uracilline et plus rarement donc l'hydroxyurée dont je vous ai parlé. Mais malheureusement, il n'y a pas, et d'un autre côté heureusement, parce que ces enfants sont déjà assez handicapés par cette maladie, il n'y a pas à suivre un régime particulier. Non. Excusez, en tant que médecin d'origine africaine, je voulais rajouter une petite note. Il y a quelques années, j'avais demandé à Mme Francine Leca, qui s'occupait des cœurs des enfants, en demandant est-ce qu'il était possible d'organiser ce genre de choses dans nos pays. Et je me souviendrai toujours de sa réponse, qui était de dire que dans des pays où les enfants n'ont pas le minimum vital et de quoi se suffire aux besoins élémentaires, il est difficile d'envisager ce genre de structure. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'imagine tout à fait une famille telle que malheureusement la situation est en train de se faire, puisque nous sommes nombreux ici, et malheureusement dans nos pays d'Afrique, dans la plupart en tout cas, ou dans certains, pour ne pas qu'on m'accuse de je ne sais pas quoi, les choses sont plutôt en train de régresser. Et donc aujourd'hui, je crois que malheureusement ces gens d'enfants, entourés d'enfants qui ont faim, et tous ont faim, malheureusement, je pense qu'il sera très difficile d'envisager pour ces enfants-là. Ça serait l'idéal, hein, je ne souhaite que ça. Mais je pense qu'il faut malheureusement se rendre compte que dans l'état actuel de nos pays, où vous avez une famille avec 10 enfants qui meurent de faim, ça m'étonnerait qu'il y ait un régime particulier pour un enfant particulier, malheureusement. C'est un souhait, nous y pensons tous, nous le souhaitons tous, c'est nos pays, nous les aimons, on peut parler de ça pendant des heures et des heures, mais il y a malheureusement une réalité aujourd'hui qui est de dire que la situation de beaucoup de pays d'Afrique, et j'en reviens et je vais y aller, est telle qu'aujourd'hui, malheureusement, ce genre d'enfants auront du mal à mon avis, hein, mon humble avis, à être pris en charge de façon particulière sur une base de ce que sont les familles aujourd'hui, la situation des pays d'Afrique aujourd'hui, malheureusement. Juste pour une question pour monsieur le professeur Giraud. Est-ce qu'il existe un partenariat justement avec vos services pour pouvoir justement aller aider ces pays-là, ces pays en Afrique? Parce que je pense aussi, enfin moi je suis originaire du Sénégal, et donc c'est vrai il y a des avancées, mais j'ai l'impression que cette maladie est encore assez peu connue encore en Afrique. Oui et non. Je vais expliquer. Il y a effectivement en Afrique des médecins qui font le même travail que nous faisons nous aujourd'hui et qui effectivement doivent informer. Est-ce qu'ils font pas assez? Est-ce qu'on devrait faire autrement? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui sensibilisent. Et d'ailleurs, vous parlez du Sénégal, il y a le service de Dakar Fan avec Ibrahim Adiane et également à Saint-Louis, Salut Diop à Dedantec qui est dans le centre de transfusion de femmes, qui ont développé des consultations et développent le dépistage néonatal. C'est toujours à partir, quand dans un pays, en France ou ailleurs, dans n'importe quel pays, on s'intéresse à la maladie drépanocytaire, on part toujours des enfants. C'est-à-dire qu'on lance le dépistage néonatal, et on ne peut lancer le dépistage néonatal que quand il y a un aval.
C'est-à-dire que lorsqu'il y a un enfant qui est malade, on sait où l'adresser pour qu'il soit soigné. Il n'y a pas de dépistage, on ne fait pas de dépistage s'il n'y a pas derrière un service en aval. C'est pour ça que tu es malade, j'entends. C'est pour ça que je pense que pour les porteurs sains, ça doit être quelque chose d'un peu équivalent. On ne se lance dans le dépistage que s'il y a un service en aval. Alors, nous connaissons tous, le monde des drépanocytologues est un petit monde au sens mondial du terme. Je vais parler de mes amis du Sénégal. Je vais à Bamako le mois prochain pour participer à un diplôme universitaire où pendant 15 jours, on va donner un traitement intensif à toute une série de collègues et de professionnels de la santé d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc il se passe des choses. Idem, donc c'est Bamako, idem à Kinshasa, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Léon Chibono. Le problème est considérable. À Bamako, mon ami Tapadiago ne suit que 7000 malades. 7000 malades dans un centre, le CRLD de Bamako, Centre de recherche et de lutte contre la personne. C'est un problème considérable. Eh bien, nous faisons ce que nous pouvons faire. Est-ce qu'on devrait faire plus? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui s'attaquent au problème. Mais effectivement, cette maladie en Afrique comme en Europe n'est pas encore assez connue. C'est exact. Voilà, donc je pense que nous allons excuser Madame l'adjointe, ma chère Mathilde, qui a un autre rendez-vous, d'autres présentations donc cet après-midi. Et très chère Mathilde, je pense que ta présence nous a honorés et tu peux effectivement poursuivre tes activités locales. Bon, nous allons poursuivre le cours de notre cérémonie. Non, c'est pas elle. Mathilde, tu as une veste? Non. Elle est là? Ok, ça marche. Oui, qui souhaiterait prendre la parole? Oui, Magali. Je suis enchanté et c'est vrai que tu as une voix bien audible qui nous permet effectivement de passer un après-midi agréable. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Giraud et au docteur Mayuma également, qui est congolais. Je voulais savoir s'il y avait une place pour la médecine traditionnelle dans ces pays africains, donc la médecine traditionnelle africaine dans ces pays africains, donc, qui apporterait un petit peu une solution au coût de ces traitements, donc qui serait un petit peu un dérivé, quelque chose... voilà. C'est difficile de répondre à cette question et je répondrai indirectement de la façon suivante. Notre médecine allopathique, la morphine, les transfusions, les greffes, etc., prend des services considérables, on est bien d'accord. Mais pour traiter un symptôme aussi difficile que celui de la douleur, manifestement, de temps en temps, nous sommes confrontés à nos limites. Et c'est là que des thérapeutiques adjuvantes auxquelles on n'aurait pas pensé, de kinésie, d'hypnose ou d'autres interventions, je ne suis pas un spécialiste, mais ont certainement leur place. En d'autres termes, ce n'est pas en tant que représentant académique, universitaire de la médecine allopathique que je dis que nous suffisons à faire face à toutes les difficultés que rencontrent les patients drépanocytaires. Et de mon point de vue, il y a la place pour la médecine traditionnelle. Malheureusement, je ne suis pas médecin traditionnaliste et je ne sais pas ce que l'on peut proposer. Mais de mon point de vue, il y a eu des réunions d'ailleurs à Cotonou autour de ça. Il y a certainement, entre gens de bonne compagnie et de bonne volonté, il y a certainement des synergies à trouver. Je n'en dirai pas plus.
moi, je ne connais pas les principes de la médecine traditionnelle, je ne suis pas africain, mais je dis qu'a priori, nous savons, nous, que notre médecine ne résout pas tous les problèmes, et qu'à partir du moment où on a affaire à des soignants traditionnalistes, universitaires, allopathes comme je le suis, eh bien, il y a certainement une place pour un dialogue, et en essayant d'éviter les charlatans. Et ceux qui sont symptômes de la douleur agissent de façon malhonnête, disons-le clairement, et s'intéressent surtout à l'argent des patients plutôt qu'à les soulager. Donc, je dis ça pour les charlatans européens.